On apprend beaucoup de choses sur notre impuissance à agir. Oui, surtout vous parlez du bug, du bug dans notre cerveau. Donc je m'excuse pour le terme de crise dans ce titre et je suis tout à fait sincère, j'ai un problème avec ce terme. On le met très souvent dans mes présentations et ce n'est pas une crise, c'est un changement durable. On met le terme de crise à toutes les sauces aujourd'hui et effectivement c'est quelque chose qui va nous accompagner pendant très longtemps. Et autre façon de rendre hommage à François Gémen, c'est à propos de cette situation scandaleuse que vous mentionniez, sur le fait que tous les gouvernements que nous accusons de tous les maux ont reçu un mandat, en fait, oui, de leurs électeurs, de leurs opinions, pour faire échouer tous les projets d'action constructive pour empêcher le changement climatique. Et c'est là que moi je vais apporter mon discours qui va porter sur le fonctionnement du cerveau humain pour comprendre en fait pourquoi il y a une grande majorité d'êtres humains individuellement qui, tout en se lamentant de l'avenir qu'on prépare, eh bien, ne sont pas tout à fait prêts à engager véritablement les changements qu'il faudrait engager. C'est quelque chose de paradoxal et mon propos de neuroscientifique va nous emmener dans une aventure sur d'autres échelles de temps. Là, nous avons parlé de l'humanité moderne, d'Homo sapiens dans les derniers siècles de son évolution, avec la démocratie, la façon dont elle s'exerce. Mais moi, je vais vous parler d'âges beaucoup plus anciens, de périodes de centaines de milliers d'années, pendant lesquelles notre cerveau s'est configuré, s'est construit, et au cours desquels il a acquis, en fait, ses principes de base de fonctionnement. Et pour comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui, il est indispensable, de mon point de vue, de prendre en compte les héritages de périodes passées très ancestrales, parce que le cerveau continue avec les mêmes structures qui ont été adaptées à une période donnée de notre histoire, de notre préhistoire, continue à utiliser ces mêmes réseaux cérébraux pour affronter des situations totalement inédites. Et malheureusement, bien souvent, il est totalement sous-équipé ou mal équipé pour faire face à cette situation. Donc en plus d'une démocratie mal équipée, nous avons, comme vous allez le voir, un cerveau mal équipé. Donc j'essaierai de vous remonter le moral après. Alors comment rééduquer ce cerveau ? Là encore, il va vraiment falloir prendre conscience du fait qu'il y a un problème avec l'humain, avec sa façon d'agir, avec ses désirs, avec ses pulsions. Et là encore, la crise du Covid, je crois, en a été l'illustration. D'une part, c'est vrai que nous avons été capables de mettre entre parenthèses nos envies de consommation pendant un moment, mais d'autre part, on voit très bien qu'au moment du déconfinement, le discours politique et le discours commercial ambiant, c'est « il faut » de nouveau vivre, et alors le terme vivre aujourd'hui signifie consommer. On le voit très très bien, quand on dit il faut bien vivre, ça veut dire il faut aller sur les terrasses de café, il faut s'acheter des voitures et des téléphones parce que sinon on ne vit plus. C'est un dévoiement total du terme vivre. Vivre, c'est pas ça. Mais on ne s'en rend pas compte. C'est même le Premier ministre qui emploie ce terme, il faut vivre, quand il veut parler de relancer l'économie. Vous avez des publicités là à partir du déconfinement pour des marques automobiles qui vous disaient pendant 2 mois, vos instincts ont été mis en sommeil, il est temps de les réveiller. Donc on parle bien d'une espèce d'instinct humain qui serait de consommer, et cette parenthèse du Covid a été quelque chose de terrible, et donc maintenant il faut pouvoir retrouver notre vraie nature qui est de consommer. Alors ça, c'est un discours publicitaire qui va un peu main dans la main quand même avec les orientations économiques et politiques de notre gouvernement, mais les publicitaires ne sont pas fous. Quand ils parlent d'instincts qui ont été mis en sommeil, ils ont tout à fait repéré la réalité du fonctionnement de notre cerveau. Moi, donc c'est ça que je vais vous parler, et je vais vous parler d'abord de ce qui a mis en marche ma réflexion là-dessus. En tant que neuroscientifique, au départ, j'avais aucune raison de m'intéresser au réchauffement climatique, à part le fait que je souffre personnellement de ce qui est en train de se passer, comme tout le monde. Mais pourquoi le cerveau ? Moi, tout simplement, c'est parti d'une expérience, on va dire, de l'évidence rationnelle de Descartes, de constater quelque chose qui n'est pas tenable dans la vie d'un être humain, c'est l'incohérence. Un être humain a besoin de cohérence, et nous vivons dans un monde aujourd'hui qui est totalement incohérent. J'étais en fait à mon petit déjeuner un matin, c'est il y a plus de 2 ans maintenant, non, un peu moins de 2 ans. J'allume la radio et j'entends le journaliste qui dit très mauvaise nouvelle, 15 000 scientifiques tirent la sonnette d'alarme sur le fait qu'on ne va jamais tenir l'objectif des 2 degrés en 2100 visé par les accords de Paris, et donc ça va être des pénuries, des sécheresses, des températures irrespirables, des montées des océans, des migrants climatiques,
et des conflits armés qui vont s'en suivre inévitablement. Donc il insiste très bien sur le terme « très mauvaise nouvelle ». Alors bien sûr, j'ai le moral un peu plombé, mais je vais au travail, je rentre chez moi, je passe une nuit, puis le lendemain matin, je me retrouve de nouveau au petit déjeuner, j'allume ma radio, à la même heure, le même journaliste qui me dit « très bonne nouvelle ». Très bonne nouvelle, on a vendu pour 50 milliards d'euros d'Airbus à l'Arabie Saoudite. Et là, même si on n'est pas un génie sur Terre, on ne peut pas éviter de se rendre compte qu'il y a une contradiction flagrante entre ces deux prises de parole. Une très mauvaise nouvelle qui est le réchauffement climatique, et le lendemain, dans la bouche de la même personne, une très bonne nouvelle qui est que le fait qu'on développe le secteur aérien. Et là, pour moi, ça a été le déclic. Je me suis dit, si des personnes, a priori formées intellectuellement, qui ont une responsabilité d'informer l'opinion, qui ont accès à des informations quand même par leur métier, sont capables de telles incohérences, quelle chance on a en fait de résoudre le problème? Mais aucune, si on en est à ce point-là. Si le problème se loge au cœur même de nos schémas mentaux. Alors, en tant que neurobiologiste, pour moi, l'incohérence que je notais chez ce journaliste, je commençais à la noter un peu chez moi-même déjà, parce qu'effectivement, je suis très conscient du problème, mais je sais que je consomme 3 terres, en gros, vous savez, avec les calculs qui sont faits en fonction du niveau de richesse des différentes nations, combien de terres il faudrait pour nourrir tout un pays si tout le monde vivait de cette façon-là. Donc je sais que je suis dans l'incohérence, je vois mes concitoyens qui font pareil, et le discours totalement contradictoire, voilà, dans la politique et dans les médias. Donc pour moi, c'était un problème de neurobiologie. Si on est incohérent à ce point-là, c'est qu'il doit y avoir un défaut de branchement quelque part dans notre cerveau. Donc là, c'est passionnant. Je commence à me dire où est-ce qu'il est ce défaut. Donc quand on regarde dans un cerveau, qu'est-ce qu'on voit? Schématiquement, 2 grandes structures apparaissent. La partie extérieure, toute plissée là, ça s'appelle le cortex cérébral. Le cortex cérébral, c'est ce qui nous permet d'être intelligents, de parler, de communiquer, de coopérer, de conceptualiser les choses, d'avoir une capacité de planification de nos actions, de concevoir des mécanismes, des machines. Le cortex cérébral, c'est l'acquis d'Homo sapiens au cours des, on va dire, 200 000 dernières années. Ça paraît long, mais en fait, dans l'histoire du vivant et même dans l'histoire des branches des hominidés, c'est récent. Parce que si vous descendez au cœur du cerveau, donc si vous remontez le temps, parce que plus une structure cérébrale est enfouie et centrale, plus elle est ancienne, vous tombez sur cette structure rosâtre là que vous voyez qui s'appelle le striatum. Alors le striatum, lui, sa fonction, c'est pas du tout de nous produire de l'intelligence ou de l'abstraction, c'est de produire du désir. C'est-à-dire de nous inciter à agir d'une certaine façon. Et pour nous inciter à réaliser certains comportements, ben, il va nous récompenser, à chaque fois qu'on va le faire, en nous donnant du plaisir. Et ce plaisir, il nous le donne avec une molécule qui s'appelle la dopamine. Donc à chaque fois qu'on va réaliser certains comportements bien précis, on va être récompensé par un shoot de dopamine. Et ces comportements, il faut bien comprendre qu'ils se sont mis en place donc, sur des échelles des temps que je mentionnais tout à l'heure, des millions d'années. Ce sont des comportements qui invariablement ont été associés à notre survie, qui ont permis à nos ancêtres de survivre. Et donc quels sont-ils? On peut les compter sur les doigts d'une main. Ce sont les 5 grands principes biologiques de l'action humaine. Et c'est tout d'abord le fait de manger. Alors si vous replacez dans les conditions de vie d'un Homo erectus dans la savane du Paléolithique, manger, ça veut dire partir à la chasse, capturer une proie, et puis commencer à la consommer. Et là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à ce moment-là, évidemment, votre striatum vous récompense avec un shoot de dopamine, ça vous donne du plaisir, parce que c'est la garantie que vous allez recommencer dès que possible. Il ne faut surtout pas oublier d'aller manger, quel que soit l'effort que ça coûte. Donc il faut que le plaisir soit en ligne de mire. Donc, à chaque fois que vous arrivez à capturer une proie, votre striatum vous récompense avec un shoot de dopamine. Et ce qui est très important à comprendre aussi, c'est qu'à l'époque, vous n'aviez pas forcément moyen de retrouver une proie avant plusieurs semaines. Donc il fallait pouvoir manger sans limite. C'est très important, on y reviendra. Le deuxième grand comportement lié à la survie, c'est une fois que vous avez mangé, vous assurez votre survie à court, moyen terme, mais il faut penser à la survie à long terme. Donc pour ça, il faut transmettre ses gènes, il faut donc transmettre son ADN. Et la seule invention qu'on ait à notre disposition pour transmettre nos gènes, c'est le sexe. Donc il faut avoir des rapports sexuels. Voilà, c'est le seul moyen de transmettre la vie sans discontinuer pendant des centaines de milliers d'années. Donc à chaque fois que nos ancêtres avaient des rapports sexuels, ils étaient récompensés, là encore, par leur striatum, par un bon petit shoot de dopamine. Alors troisième grand comportement indispensable pour survivre, pour améliorer nos chances de survie, c'est qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il faut pouvoir faire plus de copies de votre ADN que votre rival ou que votre voisin. Ça, c'est indispensable pour passer à travers les mailles de la sélection naturelle. C'est le plus apte
qui se trouvent sélectionnés. Donc pour ça, il y a quelque chose de très important, c'est le statut social. Alors le statut social, ça, toutes les études en anthropologie vous montrent que plus vous avez du statut dans un groupe, plus vous avez accès facilement à des sources de nourriture et des partenaires sexuels. Donc c'est un avantage, là encore, en termes de survie. C'est pourquoi à chaque fois que nos ancêtres arrivaient à s'élever d'un cran dans la hiérarchie sociale de leur groupe, leur striatum les récompensait par un shoot de dopamine. Donc tout ça, on voit que ça s'emboîte comme ça. Mais une fois que vous avez réussi à manger, à vous reproduire et à être le chef, il y a encore un moyen d'améliorer vos chances de survie, c'est de vous reposer. Pourquoi ? Ça, c'est un principe qui s'appelle l'homéostasie, qui remonte même aux premiers êtres vivants, avant même l'apparition des premiers mammifères. Vous preniez une bactérie dans les océans primitifs du précambrien, il y a 500 millions d'années. Le principe d'homéostasie, c'est très simple, c'est qu'il faut maximiser ses entrées d'énergie et minimiser ses dépenses d'énergie. Donc c'est très important de minimiser ses efforts. Et aujourd'hui, dans le cerveau humain, donc dans le striatum que je vous montrais tout à l'heure, on voit, grâce aux techniques d'imagerie cérébrale, s'illuminer des neurones du striatum qui nous donnent de la dopamine à chaque fois qu'on minimise nos efforts. Donc c'est typiquement, je suis devant ma télé, si je prends ma télécommande pour changer de canal, au lieu de faire 3 pas pour aller appuyer sur le bouton de la télé, eh bien ces petits neurones vont me donner de la dopamine. Donc ils vont me forcer à faire le moins d'efforts possible. Donc manger, se reproduire, être le chef, faire le moins d'efforts possible, les 4 premiers piliers de l'action humaine. Puis le 5e, c'est l'information. C'est-à-dire que si vous êtes dans la savane, que vous cherchez à survivre, il est crucial de détecter des informations dans votre environnement. Il faut savoir détecter une information qui signale une proie potentielle qui vous permettra de survivre, d'une autre information qui peut signaler un prédateur. Et là, c'est la mort. Donc il ne faut pas se tromper. Et pour cette raison, notre striatum a développé une sensibilité extrême à des informations qui au départ étaient très ténues dans un environnement hostile et sauvage où l'information est rare. Donc notre striatum est avide d'informations. À chaque fois que nous étions capables d'en repérer dans notre environnement, il nous récompensait avec un shoot de dopamine. Donc le bilan de cette machine à survivre, voilà, il est fantastique. Le striatum, c'est vraiment ce qui nous a permis de transmettre la vie jusqu'à aujourd'hui. Ça a marché parfaitement pendant des millions d'années, jusqu'à Homo sapiens, jusqu'à environ il y a 2 ou 3 siècles. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Souvenez-vous, l'apparition du cortex, la partie jaune que vous voyez là. Ça, cette partie de notre cerveau, c'est elle donc qui a commencé à construire des choses tout à fait nouvelles. À construire, par exemple, à inventer des outils. Ça a commencé avec les armes de jet, pour chasser plus efficacement. Ça a continué ensuite avec l'invention de la charrue, l'invention de la roue, la domestication des animaux, la maîtrise de la production agricole au néolithique, et ensuite des rendements qui augmentent, l'invention du moteur à explosion, la moissonneuse-batteuse, les engrais pour augmenter les rendements, les organismes génétiquement modifiés pour augmenter encore les rendements. Le cortex apporte la technologie sur la table de l'évolution. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société de pléthore. La société de pléthore, c'est que vous appuyez sur un bouton et les machines produisent à manger. Donc, le cortex cérébral intelligent qui fournit de la technologie, met au service du striatum affamé de nourriture depuis des âges immémoriaux, en fait, tout ce qu'il a toujours demandé. Et le problème, souvenez-vous, c'est que ce striatum, au départ, il a été programmé pour manger sans limite. Dans un milieu de rareté alimentaire, vous vous souvenez de l'image du mammouth, une fois que vous avez trouvé à manger, d'une part, il n'y a pas de quoi conserver la viande, donc il faut manger le plus possible rapidement. Vous n'êtes pas sûr de trouver une autre proie avant des semaines. Donc celui qui attend trop pour manger ou qui ne mange pas assez, il risque de passer à la trappe de l'évolution. Donc ce striatum, lui, n'a pas été équipé d'une fonction stop. Il n'est pas prévu pour s'auto-limiter. Quand il rencontre le cortex cérébral qui fabrique des moissonneuses-batteuses et de l'élevage industriel, il ne sait pas s'arrêter, il consomme en boucle et ça donne l'épidémie d'obésité qui est en pleine explosion sur tous les continents. En 2019, pour la première fois, l'OMS nous apprenait que l'humanité que nous mourrons plus à la surface de la planète des conséquences liées au surpoids et à l'obésité que de la faim dans le monde. On est passé d'une problématique de rareté à une problématique d'excès et on ne sait pas s'arrêter parce que notre striatum n'a pas été équipé d'une fonction stop. Bon, évidemment, l'effet collatéral, c'est l'énorme dégagement de gaz à effet de serre lié à l'activité industrielle de l'agroalimentaire. C'est pratiquement un quart, selon les estimations, et tout simplement à cause de ce moteur interne programmé pour manger autant que possible dans des conditions de rareté alimentaire, on se retrouve projeté dans un monde de pléthore, on ne sait plus s'arrêter et on détruit notre planète.
Deuxième grand besoin, souvenez-vous, le sexe. Bon, quand vous étiez un Homo erectus dans la savane, votre envie de sexe ne nuisait pas forcément beaucoup à l'environnement. Trouver des partenaires sexuels, même le plus possible, ça n'allait pas chercher bien loin. Nos ancêtres vivaient dans des groupes de quelques dizaines d'individus, d'accord ? Mais avec l'expansion démographique et le développement de notre cortex, le cortex cérébral si génial, qu'est-ce qu'il a inventé? Il a notamment inventé Internet. Avec Internet, les sites de rencontres, les sites pornographiques, et le petit striatum qui a été ivre de désir de sexe pendant des millénaires se retrouve devant une offre pléthorique, là encore. Ah, il peut visionner de la vidéo porno en boucle s'il veut. Le résultat, c'est les chiffres qu'on a aujourd'hui. 136 milliards de vidéos pornographiques visionnées aujourd'hui par l'humanité chaque année. Donc là encore, on est malheureusement dans le cocktail délétère qui résulte de la rencontre d'un striatum assoiffé de sexe avec un cortex qui produit tous les supports de visionnage qu'on peut demander. Et on ne sait pas s'arrêter, là encore. Et bon, on va passer au besoin suivant, qui est celui du statut social. Le statut social, là encore, le besoin de nos ancêtres d'acquérir un certain rang social dans un groupe d'hominidés, qui donne du plaisir à cause de l'avantage en termes de survie que ça procurait, aujourd'hui se retrouve dans un monde où notre cortex cérébral a inventé notamment de nouveau Internet, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, des réseaux sociaux statutaires comme Instagram ou Facebook proposent à 2 milliards de personnes chaque jour de se connecter pour gagner un statut social virtuel, notamment à travers des likes. Voilà, le nombre d'amis que vous avez, vous passez votre temps en ligne à essayer de nourrir ce besoin ancestral de vous sentir important et reconnu par une communauté. Aujourd'hui, on fait des expériences d'imagerie cérébrale où on observe ce qui se passe dans notre cerveau. Quand on joue à des jeux un peu type réseaux sociaux Facebook, on peut gagner des pouces levés ou des pouces baissés. Vous gagnez des pouces levés, vous avez votre striatum qui s'active, vous avez de la dopamine, voilà. Par contre, si vous perdez des likes, ben là, le striatum ferme les vannes à dopamine, et c'est une très grosse frustration. La seule solution, c'est d'y retourner. Et pour la première fois, on commence à avoir des échelles de mesure des addictions aux réseaux sociaux. C'est pas pour rien. Le striatum, la dopamine, c'est quelque chose qui vous enchaîne quelque part. Donc, pour le statut social, vous avez les réseaux sociaux, et puis vous avez le vecteur de statut social par excellence, traditionnellement au XXe siècle, c'est l'automobile. L'automobile, c'est une façon de se montrer comme un individu important, surtout pour les hommes. On fait des expériences. Aujourd'hui, on met des hommes dans une IRM et on mesure la réaction de leur cerveau quand on leur montre des voitures de sport. Exactement la même zone, le striatum qui donne de la dopamine. Symbole de réussite sociale, symbole de statut. On veut acquérir pour avoir du statut. Et si vous avez une voiture, vous voulez avoir un peu plus de statut que le voisin, et que vous avez les moyens de le faire, même si vos besoins en termes de locomotion sont remplis, vous n'allez pas hésiter à en acheter une deuxième pour gagner un peu plus de statut social. C'est un ressort fondamental de la publicité aujourd'hui sur l'automobile. C'est ce qu'on appelle l'automobile suréquipée. Vous écoutez la radio, vous n'avez que ça. Vous allez avoir radar de recul, et puis surenchère, Bluetooth, et puis créneau automatique, toit ouvrant. Puis on joue beaucoup sur la comparaison sociale, la jalousie, votre frère, votre voisin sera jaloux. C'est une question de striatum qui va s'activer quand vous aurez gagné un peu de statut social comparativement à vos semblables. Malheureusement, ça coûte extrêmement cher à notre environnement, c'est inutile, c'est des dépenses qu'on fait dans l'instant pour satisfaire notre petit ego, mais ça nous emmène très très loin pour les 50 ou 80 ou 100 ans à venir. J'en termine presque avec notre besoin de minimiser nos efforts. Alors effectivement, en rentrant de la chasse, se reposer, ça n'a jamais non plus été une menace pour l'équilibre des espèces vivantes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ces neurones à dopamine, s'ils ont le choix entre aller au travail en vélo quand il pleut et qu'il fait froid et qu'il y a 10 km à faire, ou s'asseoir confortablement sur un siège en cuir d'une berline climatisée avec radio et stéréo, ils choisissent immédiatement la solution qui coûte le moins d'efforts. Ces neurones, ils ont été localisés, ils vont peser dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas résister à ça. On va y revenir, mais ils vont pousser la balance dans ce sens-là. Et puis aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que comme ce petit besoin cérébral existe et il est là, eh bien il y a un marché autour. Aujourd'hui, c'est toute la domotique. Vous avez de moins en moins d'efforts à faire si vous voulez fermer vos volets, contrôler vos alarmes à distance, régler votre thermostat, même depuis votre smartphone, si vous êtes au travail ou en vacances à l'autre bout du monde. Le but, c'est de faire toujours moins d'efforts, en tout cas pour cette partie de notre cerveau, et il y a un marché qui se constitue autour. Vous avez les fameux assistants vocaux qui vous permettent aujourd'hui de commander vos sushis sans même avoir à appuyer sur un bouton de clavier d'ordinateur. C'est quand même trop fatigant. Bon, et puis toute l'histoire de l'électroménager s'est greffée sur ces neurones à dopamine de notre striatum. Évidemment, c'était quand même bien sympa d'avoir des machines à laver, on ne va pas cracher dessus.
mais on ne sait pas où ça va s'arrêter, c'est ça le problème. Bon, puis après, siroter une coupe de champagne pour aller à l'autre bout du monde sans sentir le poids des kilomètres, parce qu'on ne se rend même plus compte de la puissance qui est à notre disposition, des esclaves technologiques virtuels qui ont été calculés pour satisfaire notre besoin de puissance avec très peu d'efforts. Moi j'aime beaucoup cette image parce qu'elle montre que voilà, même quand on décide de faire des efforts, notre petit striatum s'arrange toujours pour mettre les bons escalators là où il faut. Alors maintenant qu'on sait tout ça, on sait comment on est programmé, on sait jusqu'où ça nous emmène parce qu'on n'a pas de fonction stop. Est-ce qu'on ne peut pas se dire maintenant par un effort de la volonté, on va au moins essayer de ne pas augmenter notre niveau de consommation et de production? C'est-à-dire se dire, bon, la croissance, on peut peut-être un peu la mettre entre parenthèses. Malheureusement, pour notre striatum, il ne va pas être d'accord. Et ça, c'est dû à un phénomène qui s'appelle, ah non, j'ai oublié le dernier besoin, je peux vous en parler rapidement, sur le besoin d'information. Oui, bon, l'information, notre besoin d'information comme outil de survie, on sait bien comment il s'est mis en place. Ce qui se passe aujourd'hui, oui, c'est quand même important, c'est que nous sommes saturés d'informations qui ont même dépassé leur vocation de nous informer pour se diriger vers un rôle de distraction. Nous sommes sans arrêt distraits, au travail par des alertes email dans le coin de notre ordinateur, dans la rue par des écrans qui capturent notre attention, dans notre poche par des notifications SMS sur nos smartphones. Partout, l'information aujourd'hui est pléthorique, c'est toujours le même principe, parce qu'elle est produite à un niveau industriel, et qu'on parle aujourd'hui d'infobésité. L'infobésité, c'est l'équivalent pour l'information de l'obésité pour la nourriture. Là encore, c'est l'idée que notre striatum s'est façonné pour capter toute l'information qu'il pouvait dans un milieu qui était rare en information. Aujourd'hui, on est dans un milieu de pléthore informationnelle, on ne sait pas s'arrêter, et le résultat, c'est que ça devient absolument contraire même à l'équilibre de l'être humain, puisqu'on scrolle, on fait défiler des menus déroulants, des chaînes d'informations continues, on active à chaque fois nos petits neurones à dopamine pendant 2 ou 3 secondes. C'est oublié aussitôt qu'on l'a vu, mais on va tomber sur une information nouvelle qui a réactivé les neurones à dopamine. Et on peut traverser l'existence comme ça, en s'informant ou en croyant s'informer, sans jamais rien retenir, simplement en relançant toujours cette petite machine. Et évidemment, le coût environnemental de tout ce renouvellement aussi de parcs technologiques pour la délivrance de l'information et sa consommation est gigantesque. Et c'est... Voilà, bon, évidemment, c'est le bug humain. Alors, je reviens à la question, pourquoi on n'y arrive pas une fois qu'on sait tout ça? Et je m'étais dit, une fois qu'on sait tout ça, on peut essayer donc de mettre entre parenthèses notre délire de croissance pour se dire, on va au moins maintenir un niveau de consommation constant, puisqu'on a globalement ce qu'il faut pour vivre, pour subvenir à nos besoins essentiels. Eh bien non, parce que le striatum, lui, il ne sait pas rester sur place. Pour lui, c'est marche ou crève, pour lui, il faut toujours aller plus loin. C'est ce qu'on appelle le principe de l'habituation hédonique. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que notre niveau de plaisir subit un phénomène d'émoussement. C'est-à-dire que si vous avez tous les jours le même niveau de consommation, de stimulation de votre dopamine, par exemple, tous les jours le même salaire, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ou tous les ans ou tous les mois le même niveau de responsabilité hiérarchique dans votre entreprise ou en politique, ou pendant des mois le même partenaire sexuel. Bon. Si vous faites ça, inévitablement, votre striatum, lui, va commencer à diminuer la libération de dopamine. Donc il y a une habituation, un émoussement du plaisir qui fait qu'à la fin, on ne ressent plus rien. Ce qui arrive si vous achetez une nouvelle voiture, au début, vous êtes tout content, vous mettez au volant, vous appuyez sur le contact, vous faufilez dans le trafic, c'est agréable, on a des sensations, et puis 2 mois après, vous commencez déjà à regarder le modèle suivant dans la vitrine. Ça, c'est le fait que nos neurones à dopamine, ça c'est des enregistrements électriques de ces neurones à dopamine qui montrent que le niveau d'intensité de libération de dopamine a tendance à diminuer avec le temps quand on a toujours le même degré de stimulation. Et donc le seul moyen pour relancer la production de dopamine, c'est d'augmenter les doses. Donc là, on est face à un principe de croissance biochimique dans notre cerveau, qui se comprend de nouveau très très bien si on se place à l'échelle de l'évolution de notre espèce, dans un milieu de rareté, où chaque gain de consommation de biens de nécessité absolue était un gain en termes de survie. Notre moteur d'évolution vient de là. Mais aujourd'hui, dans un monde de pléthore, évidemment, ce mécanisme est totalement inadapté. Mais nous le portons en nous, et il faut bien se poser la question, quand on parle du dogme de la croissance économique, ce dogme de la croissance vient épouser, en fait, le fonctionnement ancestral de notre cerveau. Ce n'est pas pour rien qu'il existe. On a quand même créé un appareil industriel, économique, financier, technologique, qui est au service, en fait, de ce côté pulsionnel de notre cerveau qui nous vient du fond des âges. Donc si on veut changer
l'environnement qu'on a créé autour de notre constitution biochimique de base, ancestrale, il va falloir être assez sioux, hein, parce qu'on ne va pas pouvoir non plus aller totalement contre cette donnée neurobiologique. Mais certains me disent, malgré cette donnée neurobiologique de base qui nous pousse à en vouloir toujours plus, il y a quand même quelque chose de nouveau aujourd'hui, c'est la prise de conscience. Alors ça, je l'entends beaucoup. On est dans le siècle de la prise de conscience. C'est vrai, on a conscience que dans 30, 40, 50 ans, 80 ans, ben oui, ce sera invivable. Et aujourd'hui, chaque projection des modèles climatiques qui a été émise il y a 10 ans est pratiquement dépassée par la réalité. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on est actuellement peut-être sur la pire trajectoire possible à l'horizon 2100. Alors, une fois qu'on sait ça, est-ce qu'on ne peut pas utiliser notre conscience de ce qui va se passer dans 50 ans pour rétroagir, pour changer nos comportements aujourd'hui? Alors là, je vais devoir malheureusement vous décourager un peu plus encore, en vous disant que le striatum qui nous donne nos désirs d'action maintenant et aujourd'hui est incapable de prendre en compte la profondeur du temps. Il est sensible à l'instant. Il prend ce qui se présente à lui tout de suite. Ça, c'est un phénomène qui s'appelle la dévalorisation temporelle, qui a été au début étudié par un psychologue qui s'appelait Walter Mischel à travers une expérience qui est très connue. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vue. On peut la voir sur YouTube. Elle a été mise en scène de façon parfois très comique. D'ailleurs, elle est très instructive. Walter Mischel avait imaginé cette expérience où on fait venir des enfants dans un laboratoire et on leur propose une friandise, donc un marshmallow, en lui disant soit tu le manges maintenant, soit tu attends 3 minutes et si tu arrives à attendre 3 minutes, tu en auras 2. Donc un enjeu plus important mais situé dans le futur. Alors ce qu'on voit, effectivement, la tentation est vive de consommer le marshmallow tout de suite. Voilà, c'est le striatum qui a envie de manger tout de suite. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a une forme d'hésitation, de combat intérieur qui se joue, avec la partie siège de la volonté, hein, qui va résister à la tentation, qui est située dans la partie antérieure du cortex, c'est le cortex préfrontal que vous voyez en jaune, et puis évidemment, au cœur de notre cerveau, au plus profond du cerveau de l'enfant, le striatum qui veut que l'enfant prenne tout de suite le marshmallow, qui dit « vas-y, c'est trop bon ». Là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un moment d'hésitation, de lutte intérieure, de bras de fer entre le striatum et le cortex. Alors lui, il est quand même, il résiste, mais la plupart des autres enfants, à peu près 80% dans cette étude, ne peuvent pas résister. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment focalisés sur l'instant, ils cèdent à la dopamine qui est libérée dans leur cerveau profond, et 1 sur 5 environ, vraiment, résistent très longtemps. Alors à la fin de l'expérience, chose promise, chose due, l'expérimentatrice revient et dit, voilà, tu as résisté, tu as fait preuve d'une capacité de projection dans l'avenir, c'est très bien. Tu auras ta récompense, c'est très bien. Et on voit très bien, ce gamin, finalement, quelque part, c'est peut-être l'avenir de l'humanité. Donc, il y a une chose à retenir, le striatum gagne toujours. C'est comme l'équipe d'Allemagne en foot. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Chez les adultes, on fait les mêmes expériences, pas avec des marshmallows, avec de l'argent. Exactement le même phénomène. Plus un enjeu est éloigné dans le temps, moins il est capable d'activer notre striatum. Et donc, moins on va engager nos actions maintenant en fonction de cet enjeu. Parce que tout part quand même de la dopamine, malheureusement. Donc, quand vous avez le choix entre manger une bonne côte de bœuf aujourd'hui, qui coûte 15 000 litres d'eau par kilo de viande bovine à l'environnement, ou avoir une planète complètement ravagée et dévastée dans 50 ans, votre striatum vous dit non, tu manges la côte de bœuf, on verra après. Lui, il raisonne vraiment sur les impératifs de l'instantanéité. Ça a 1000 conséquences dans l'accélération du monde, qui est la marque de nos sociétés modernes, qui était très bien décrite par Hartmut Rosa, le sociologue de l'accélération. Tout accélère. Le rythme de la production, de la consommation, les rythmes de vie, la perception subjective du temps. Tout simplement, il y a au départ cette attirance qui est la nôtre pour l'instant, pour la récompense instantanée. Cette attirance, évidemment, nous porte à consommer des produits et des services qui nous livrent tout de plus en plus vite. Les services en question, après, se développent, évidemment, pour répondre à la demande. Et on a, après, des services de livraison à domicile en une demi-journée. Évidemment, Amazon, c'est très, très connu. On dit que le colis est parti avant même que vous l'ayez commandé. C'est vrai, c'est mis en place pour satisfaire notre striatum. Les trains à grande vitesse, la loi de Moore, toujours plus rapidement, les ordinateurs des applis qui tournent plus rapidement. On va mettre à jour sans arrêt des applications pour gagner quelques millisecondes. Et quand on parle de la 5G, c'est aussi de ça qu'il s'agit.
il va s'agir de nous comprimer toujours plus dans l'instant, parce qu'un gain dans l'instant, aujourd'hui encore, c'est un avantage en termes concurrentiels. Ce qui se passe dans notre cerveau, à ce moment-là, on le voit. Vous avez là des fibres neuronales, donc des sortes de câbles dans les neurones, dans nos cellules nerveuses, qui relient l'avant du cerveau, en haut, là, vers la zone bleue, avec le striatum qui est au centre. Et ces fibres, c'est elles qui nous permettent de résister à l'envie de consommer tout de suite quelque chose qui nous fait plaisir. C'est elles qui nous rendent maîtres des enjeux futurs, maîtres du temps, maîtres de notre destin. À mesure que nous avons tout de suite, l'accélération dont je vous parlais, ces fibres neuronales s'atrophient. On les voit devenir de plus en plus minces. Elles conduisent de moins en moins l'information. Elles sont de moins en moins capables de bloquer les impulsions de notre striatum. Nous devenons impatients. De plus en plus difficile de résister à l'attrait de l'instantanéité. On se tourne donc toujours plus vers les offres rapides de services, de plateaux cuisinés qu'on met 45 secondes au micro-ondes, vers des nouvelles applis toujours plus rapides, et on va être incapable de résister à des nouvelles technologies de transmission de l'information qui nous offrent toujours plus rapidement. Ça, c'est une spirale négative qui est exactement l'inverse de ce dont on a besoin pour faire de nous des êtres capables de projection dans l'avenir. Nous devenons des incontinents cérébraux. Alors qu'il faudrait vraiment faire l'inverse, nous sommes de plus en plus inadaptés à la situation qui est la nôtre aujourd'hui, qui est entièrement axée sur des problèmes de long terme. Il faut vraiment prendre conscience de ça si un jour on veut maîtriser ce petit cœur de dopamine au fond de notre cerveau, qui est notre striatum. Alors il va falloir utiliser son cerveau différemment. Vous l'avez compris, on ne peut rien faire sans le carburant cérébral, qui est la récompense de nos actions. On ne peut pas se frustrer sans arrêt à faire des choses qui ne nous apportent aucune satisfaction. Ce carburant, c'est la dopamine. Donc la question, c'est comment obtenir de la dopamine par des moyens qui ne détruisent pas nos perspectives d'avenir et notre environnement. La première façon de le faire, c'est d'utiliser notre cortex cérébral, la partie intelligente, l'acquis le plus récent d'Homo sapiens, non pas pour faire de l'intelligence pratique, du rendement, de l'instrumentation, de la technologie, parce que ça, on voit où ça nous mène, mais pour faire une autre chose dont le cortex est capable depuis toujours, c'est de la conscience, de la prise de conscience de ce qui nous entoure. Alors, conscience des conséquences de nos actes, mais pas seulement. C'est la conscience même du plaisir lui-même qu'on a parfois à faire un bon repas, ou à voyager, pour regarder un beau paysage. N'importe quel acte hédonique de notre vie a une résonance dans notre conscience. Si nous n'activons pas cette conscience, nous sommes obligés de consommer plus pour ressentir du plaisir. C'est ce qui arrive quand on mange par exemple devant sa télévision ou devant son écran de smartphone. La conscience est attirée par l'image, elle n'est pas disponible pour savourer ce qui est dans l'assiette. La conséquence, c'est qu'on doit manger plus pour ressentir quelque chose. On mange entre 40 et 60% de calories en plus quand on mange devant un écran, parce que la conscience n'est pas employée pour savourer, pour faire que même une petite goutte de dopamine ait une grande résonance dans notre ressenti subjectif. Aujourd'hui, vous avez des programmes thérapeutiques pour des personnes qui sont en situation d'alimentation compulsive, dans des problèmes de surpoids, qui visent justement à remettre la conscience dans la boucle. C'est des exercices simples, c'est-à-dire vous allez manger moins, vous allez manger un grain de raisin par exemple, mais vous allez prendre le temps de le sentir, de le faire tourner dans votre bouche, d'en savourer tout le goût, détailler les arrière-goûts, les subtilités. Et là, on peut avoir beaucoup de plaisir avec très peu, et ces thérapies marchent très bien. C'est-à-dire que les gens parviennent à perdre du poids et avoir du plaisir en diminuant la quantité. Donc la croissance du plaisir peut se faire dans une décroissance de la consommation de ressources matérielles, à condition de mettre dans notre vie une capacité de notre cerveau que nous avons complètement mise de côté, qui est la conscience. Deuxième piste vitale, c'est de réhabiliter la connaissance, quelque chose aujourd'hui qui va être absolument déterminant, non seulement parce que ça nous aide à faire des choix plus avisés, mais aussi parce que c'est une source de dopamine cérébrale, on le sait depuis maintenant 4 ou 5 ans, grâce à des études à l'Université de Californie, menées au départ sur des enfants de nouveau, parce qu'on voyait que les enfants sont très attirés par le plaisir du sucre, mais pas seulement. Donc là, c'est des expériences où on active leur curiosité avec des questionnaires de type quiz, on les fait jouer à des jeux du Trivial Pursuit, on les amène au musée, on ouvre des encyclopédies. Alors au début, ils n'aiment pas ça. Et puis au bout de 20-25 minutes, une demi-heure, c'est ça le temps critique, on voit se libérer dans leur cerveau de la dopamine, donc au départ dans leur striatum, donc là ils ont du plaisir, et en plus cette dopamine vient ensuite diffuser dans d'autres régions du cerveau, dont l'hippocampe qui est le siège de la mémoire. Donc tout ce qui ensuite leur est transmis à ce moment-là est plus facilement mémorisé et va modifier
leur paysage cérébral, donc ils vont en retirer quelque chose qui va les modifier de l'intérieur. C'est totalement différent du fait de s'informer en boucle sur des échelles de 3, 4, 10 secondes, comme on le fait simplement en surfant sur des sites d'information continue ou en allant voir des vidéos YouTube d'influenceurs. Donc la connaissance en tant que telle est une source de dopamine. Théoriquement, si on décidait de mettre le paquet dessus, on pourrait créer des générations d'addicts au savoir, d'addicts au sens propre. La dopamine est quelque chose qui crée une addiction. Et la troisième voie, c'est l'altruisme, parce que là encore, on croit parfois que partager, c'est du sacrifice au sens de la douleur que ça cause, de la perte que ça suppose pour soi versus un gain pour les autres. Eh bien, on s'est aperçu qu'en fait, quand on met des gens dans un scanner d'imagerie cérébrale et qu'on leur propose de donner une partie d'une somme d'argent qu'on leur remet à un inconnu, donc faire preuve d'altruisme, ils activent dans certains cas leur striatum et ils ont une libération de dopamine, donc un véritable plaisir biochimique. Et le point crucial dans ces expériences qui ont été menées à l'université de Zurich, c'est que c'est presque exclusivement des femmes chez qui ça arrive. Vous avez 2/3 des femmes dans cette expérience qui choisissent de partager une somme d'argent avec un inconnu et elles libèrent de la dopamine dans leur striatum et une véritable source de plaisir. Chez les hommes, ça se pratique, ça n'arrive presque pas. La plupart des hommes dans cette expérience choisissent de garder l'argent et de repartir avec l'argent. Alors, évidemment, les neuroscientifiques se sont demandé d'où vient cette différence. Alors, il y a eu le questionnement, est-ce que c'est une question de chromosomes, est-ce que c'est une différence biologique, est-ce que c'est lié aux hormones, c'est au fait que les femmes enfantent, donc elles ont un altruisme inné. Ça n'a pas tenu la route bien longtemps. En revanche, une explication a très très vite été confirmée par les études sociologiques qui ont trait en fait aux différences d'éducation entre les petits garçons et les petites filles depuis leur plus jeune âge, dans pratiquement toutes les sociétés à la surface de la Terre. Ce qu'on constate, c'est qu'une petite fille, on la valorise quand elle partage. Elle rentre de l'école, on lui dit tu as partagé ton goûter avec ton ami, c'est très bien. Tu as consolé quelqu'un qui pleurait, c'est très bien. Tu as fait preuve d'empathie, de sollicitude, bravo, c'est très bien. Et quand on fait ça avec un enfant, qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne de la valorisation. La valorisation de l'individu, c'est connecté à son désir de statut dans un groupe. Et c'est essentiel, c'est sans doute le plus fort libérateur de dopamine dans un striatum. Donc en agissant sur le statut qu'on accorde à une personne en fonction du fait qu'il partage et non pas qu'il concentre les biens matériels pour lui, on lui crée un moyen de libérer de la dopamine et donc d'avoir une polarisation de son action vers un désir profond de partager. Ça tient à la norme sociale qu'on lui inculque dès son enfance. Et évidemment, dans le cas des petits garçons, dans des sociétés patriarcales qui dominent encore nos civilisations humaines aujourd'hui, un petit garçon qui rentre de l'école, on va le féliciter s'il ne s'est pas fait marcher sur les pieds, s'il s'est battu pour son goûter, s'il a été le plus fort en cours de récréation, s'il s'est bien préparé pour des concours, parce que la vie ne fait pas de cadeaux. Et le discours est très tranché entre filles et garçons encore aujourd'hui, ce qui explique certainement pourquoi un cerveau d'homme aujourd'hui continue à libérer du striatum davantage quand il augmente son revenu ou qu'il s'achète une voiture symbole de statut social. Donc là, il y a une vraie réflexion sur les moyens de reconfigurer les neurones de notre cerveau entre le striatum et d'autres régions cérébrales pour faire de l'être humain d'aujourd'hui et de demain quelqu'un qui aura plaisir et donc qui aura désir à aller vers quelque chose qui sera de l'ordre du collectif et du partage. C'est une possibilité neurobiologique qui ne peut s'atteindre que par une réflexion sur l'implémentation de nouvelles normes sociales. Et quand on parle de normes, il ne faut pas se tromper, une norme c'est transversal, c'est pas juste les parents, ou juste le professeur, ou juste les réseaux sociaux, c'est tout le monde en même temps. Donc il faut qu'il y ait un discours public, privé, académique, sur tous les plans, qui arrive à s'approprier cette norme. Ça pourrait changer vraiment la structure fine de notre cerveau pour les générations à venir. Alors, Alice, oui, il faut quand même parler du sens, parce que... Quelques secondes pour les questions, quelques secondes pour le sens. Parce que toutes ces approches que je viens de mentionner sont quand même en grande partie des approches qui sont du ressort de l'individu, de son choix de devenir plus conscient, de ralentir, de prendre le temps, de devenir plus généreux, de valoriser la connaissance pour soi, pour ses enfants. C'est quand même un acte individuel. Mais aujourd'hui, on voit bien que notre société et la civilisation elle-même arrivent devant une impasse. Peut-être qu'on pourra rattacher ça à la question de la démocratie. Qui est que le programme originel de notre société rationnelle occidentale, c'est quand même d'apporter le bonheur à tous par la prospérité, le confort matériel et la satisfaction des besoins individuels pour le plus grand nombre. Et ce programme-là, on se rend compte qu'il se heurte à la donnée de la limite des ressources
et au fait que, voilà, il est tout simplement condamné à moyen terme. On ne peut plus aujourd'hui prétendre apporter un programme de bonheur civilisationnel par le confort matériel et par l'augmentation des richesses. Et se pose la question, est-ce qu'il y a une autre voie possible pour une civilisation que celle de la croissance matérielle? Et c'est là que je mets sur la table, dans cet ouvrage qui suit, une donnée fondamentale qui nous vient de l'étude fondamentale du cerveau humain, avec la découverte d'une zone du cerveau qui se nourrit de sens et de cohérence, et qui a probablement été utilisée par toutes les générations d'Homo sapiens et d'Homo erectus qui nous ont précédés, à une époque où la maîtrise technologique sur l'environnement n'était pas encore atteinte, et où il fallait survivre par des moyens qui n'étaient pas du ressort de la prospérité et de la croissance matérielle. Cette zone du cerveau, qui nous permet de retrouver la voie du sens, elle va opérer sur 3 plans. Le premier plan, c'est de se doter de visions du monde partagées. C'est-à-dire que notre cerveau va se nourrir de grands systèmes de représentation du monde. Alors il y a eu des religions, il y a eu les visions cosmologiques, c'était des façons de finalement s'entendre sur comment fonctionne le monde. Qu'est-ce qu'on partage comme explication sur son origine, sur la place de l'humain, sur son destin, sur la place des êtres vivants, sur les connexions qui existent entre tout cela. Aujourd'hui, nous sommes dans une fragmentation totale des visions du monde. On le voit sur la sphère d'Internet, on le voit dans la fragmentation des différentes confessions religieuses à la surface de la planète, qui dans un monde globalisé se rencontrent à des points de friction, où ça ne se passe pas toujours bien, et surtout chacun a sa propre représentation du monde. Et donc il est très difficile de s'accorder sur une vision cohérente du monde dans lequel on vit. Or, la grande découverte neuroscientifique que j'amène sur la table, c'est qu'il y a une partie de notre cerveau qui a absolument besoin d'une vision du monde cohérente et partagée. Si elle ne trouve pas cette vision du monde cohérente et partagée, elle déclenche la libération d'hormones du stress, comme le cortisol, comme la noradrénaline, qui fait de nous des angoissés existentiels qui cherchent à combler le vide de sens par une consommation bien matérielle. C'est l'ancien débat des philosophes qui se retrouve en fait avec un substrat neurobiologique, mais critique à un moment où les ressources sont limitées. Il y a la vision du monde partagé. La deuxième chose importante quand on parle de sens, c'est la cohérence interne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez combien de pourcents d'entre nous, certains chiffres qui vont jusqu'à 70%, qui vivent la fameuse dissonance cognitive, avec un conflit entre les valeurs intérieures auxquelles on adhère, qui viennent de la prise de conscience du fait que notre monde va droit dans le mur, et l'action qu'on est bien amené souvent à accomplir malgré soi, quand on fait un travail qui consiste à produire des bouteilles en plastique, ou à travailler pour un grand groupe pétrolier, ou à travailler dans un abattoir, et qu'on sait que tout ça n'a pas de sens ni éthique ni environnemental, on vit une dissonance cognitive, et donc on vit un vide de sens, cette fois-ci non pas sur le domaine du partage des visions du monde, mais de la simple cohérence interne. Et puis la troisième grande dimension du sens, c'est de trouver un certain nombre de principes d'action fondamentaux qui vont permettre de guider l'action en établissant la confiance. Aujourd'hui, chacun a un peu son système de morale dans son coin, et les valeurs morales auxquelles nous adhérons ne sont pas alignées. Et donc nous ne savons pas véritablement à quoi nous attendre de la part de nos semblables. Est-ce que chacun va produire les actions sur son environnement qui correspondent à ce qu'on peut attendre et qui vont correspondre aux miennes? Donc il va falloir se doter d'un socle de valeurs morales. Le terme moral dans le domaine climatique a été mentionné. Il n'y a pas d'action collective humaine possible sans une dimension morale. Il va falloir accepter de remettre sur la table ce qu'on appelle une action bonne ou une action mauvaise. Parce que c'est ça qui détient finalement les réserves d'énergie pour l'action collective au-delà du simple striatum. Cette partie de notre cerveau qui va concentrer ces 3 dimensions du sens, elle est là, elle s'appelle le cortex singulaire antérieur. Elle est apaisée à chaque fois que ces 3 conditions sont remplies. À chaque fois qu'on trouve de la cohérence interne en alignant nos valeurs et nos actions, à chaque fois qu'on a des systèmes d'explication du monde cohérentes qui nous donnent un récit et un destin partagé, et à chaque fois qu'on peut s'entendre sur des principes d'action moraux auxquels on adhère tous, et de quelle façon on y adhère, il y a des choses qui parlent directement à cette partie de notre cerveau. Quand on voit expérimentalement ce qui permet de mettre en place des valeurs morales partagées, on voit que ce sont des rituels. Les rituels permettent d'apaiser cette partie de notre cerveau et de le convaincre que les choses ont un sens et que les humains dans leur ensemble travaillent dans la confiance vers un même objectif. Les rituels produisent cet effet. Il n'y a plus de rituels dans notre société. Ou alors chacun a ses rituels dans son coin.
Et là, comme on est dans une problématique globale, il va falloir des rituels globaux. C'est quelque chose auquel on n'est plus du tout habitué, mais qui a été la toile de fond quand même de nos civilisations jusqu'à aujourd'hui. Comment penser des rituels aujourd'hui qui ne soient pas forcément des rituels transcendantaux, mais des rituels basés sur des nouveaux commandements qui restent à être promulgués en accord avec l'impératif de préservation de la vie. Et ils vont certainement emprunter non pas à une transcendance, mais à de la connaissance, à de l'éthique, à de la science, à des mesures, à des choses qu'on sait sur ce que c'est qu'une émission de carbone, sur ce que c'est que tout ce qui fait notre environnement aujourd'hui techno-industriel. Bon, je ne peux pas aller plus loin, malheureusement, mais sachez donc que cette partie de notre cerveau aujourd'hui commence à être l'objet d'un intérêt très soutenu, parce que nous arrivons au bout d'un monde qui met justement cette corde sensible qui avide de sens en grande souffrance. Aujourd'hui, nous sommes à bout de souffle aussi parce que nous avons créé un monde qui non seulement est condamné matériellement si nous continuons comme ça, mais parce que nous avons créé un monde qui n'offre plus la nourriture ultime de l'être humain qui est le sens. Et cette partie de notre cerveau est là pour nous le rappeler. On pourra en parler davantage si vous voulez. La démocratie est peut-être un ingrédient. Mais je vous remercie beaucoup de votre attention.